l'objectif est orange. Bienvenue au Westland. Hello les gens, on revient à Japan Tour Festival pour une nouvelle édition et une grosse couverture. On vous emmène voir les jeux vidéo, l'espace Japon et tradition et aussi des spectacles et le post-apo. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Rod & Troll. Rendez-vous incontournable des passionnés de pop culture et du Japon, Japan Tour a proposé ce week-end du 28 février au 1er mars sa 6e édition dans l'univers du manga, des comics, du cosplay, des jeux vidéo et des jeux de société. Sur une surface de 2500 m², la convention occupe 3 halls dans lesquels on s'en perd très bien grâce aux indications d'orientation. La programmation est incroyablement riche et il est difficile de pouvoir assister à tout. Dans le grand hall, on retrouve la grande scène, l'espace de restauration, une arène de combat, un espace K-pop et des photocalls avec l'arbre magique, le dragon Shenron et l'île maudite, définitivement incontournable. Plusieurs concerts ont donc eu lieu avec les artistes japonais Mikaru et Clams ainsi que Fedgear, 5 musiciennes heavy metal avec une folle énergie. Nous avons également découvert Entropie Zero, un groupe nantais de cyber-rock, et nous avons assisté à 2 concerts impressionnants de Starry Sky. Dimanche, David Collin et Parallax sont venus clore le festival avec un concert spécial Ulysse 31. La grande scène a également offert un show plein d'ambiance sur Just Dance avec Dina, mais aussi de la K-pop avec Yoon Nation Studio. Grosse nouveauté cette année, le Grand Hall hébergeait une arène de combat sensationnelle avec des jeux de lumière et des fumigènes. De nombreuses animations et initiations étaient proposées par l'association de KP2D, Quidditch, escrime de GN, sabre laser ou encore Trollball. Nous avons eu aussi le plaisir de retrouver l'équipe de Béour des Faucons Noirs qui proposait des démonstrations de ce sport de combat. Également, l'association Cos Castle y proposait un Craft Challenge, un rush de l'extrême où les compétiteurs devaient dans un temps limité réaliser une création cosplay. Le Hall B, quant à lui, proposait de nombreux espaces dédiés à l'anime et au manga, au cosplay, aux web-séries ou encore à la tradition japonaise. Depuis 6 ans, le village Tradition est l'une des parts les plus importantes du festival, avec la volonté de faire découvrir et de transmettre la culture japonaise. Cette année encore, Japan Tour Festival accueillait, en partenariat avec l'association Inode, des invités d'exception. Plusieurs expositions ont été à découvrir comme Tokyo de Liam Wong, un artiste exceptionnel qui nous a livré sa version cyberpunk de Tokyo ou encore des masques de théâtre. Plusieurs ateliers ont suscité l'engouement des visiteurs qui sont venus participer à des activités et des initiations, comme le pliage de papier ou washi, des pochoirs kata-yuzen, de la pâtisserie, de la calligraphie ou de l'art floral. Au total, c'était près de 60 ateliers traditionnels japonaises qui ont été proposés sur le festival. Sur la scène tradition, on retrouvait des démonstrations d'arts martiaux, de danse, des concerts ou encore une cérémonie du thé avec Crystal Ball. Alors comme l'année dernière, nous avons retrouvé le collectif Vue du Japon et je suis en compagnie de Rodolphe et de Amandine de la chaîne I'm Rodolphe. Ça s'appelle I'm Rodolphe puisque c'est mon prénom. J'ai vécu 3 ans et demi au Japon et j'ai lancé un projet de reportage. Donc je fais des reportages sur le Japon, sur l'artisanat traditionnel japonais. C'est un projet qui s'appelle 80 jours Japon avec Amandine, ma chérie, qui s'est jointe au projet à cette occasion. Bonjour, donc moi je me suis jointe au projet quand on a commencé à faire les documentaires, à faire le road trip. Parce que pour faire les documentaires, en fait, on a fait un road trip de 3 mois à travers le Japon, du sud au nord. On a fait 8000 km en voiture et voilà. Alors, vous êtes resté là pendant 3 jours à Japan Tour. Vous avez notamment animé une conférence et il y avait la diffusion d'un documentaire avec une fac avec des questions autour de l'envie du Japon. Alors, j'imagine qu'on vous a posé pas mal de questions. Quelles sont celles qui sont le plus revenues et puis quelles réponses avez-vous apportées Alors, pendant le festival, on nous a demandé surtout comment on faisait pour se laver durant le road trip. La réponse, c'est les sento, les onsen, et si les tatouages étaient un problème pour les onsen et les sento. En fait, pour la faire simple, on a expliqué la différence entre les sento, les bains publics et les onsen
donc les sources thermales traditionnelles à l'eau volcanique. Et voilà, on expliquait aux gens que s'ils ont des tatouages, si c'est des étrangers, ce qu'il faut faire, c'est s'il n'y a pas de signe distinct avec un bonhomme avec un tatouage et une croix, on peut tenter. C'est que c'est pas vraiment interdit, il faut le cacher au maximum parce qu'il y a toujours un risque qu'ils l'interdisent. Mais que voilà, nous c'est ce qu'on a fait, ça s'est très bien passé. Tant qu'on respecte les gens et qu'une fois dans les bains, on n'est pas là à montrer les tatouages, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors l'espace traditionnel est très riche, il y a de nombreuses animations, la scène est bien occupée, il y a également de nombreux exposants qui sont là. Alors quel a été à chacun votre coup de cœur dans l'espace traditionnel ce week-end? Donc j'ai bien aimé l'un de nos voisins de stand qui est un imprimeur et en fait lui il travaille avec des mangaka en français et japonais et en fait il imprime en série limitée des dessins originaux en fait qui sont signés après par les mangaka. Et la qualité elle était une belle qualité quoi. Et le mec est juste super adorable. Enfin, on a bien aimé. Et en fait, il a fait des photos pour Liam Wong. Il les a imprimées, les photos de Liam Wong, qui est un photographe un peu connu sur Instagram et qui fait des belles photos un peu dans le style cyberpunk. Moi, pour ma part, ce que j'ai bien aimé, c'était on avait une scène juste en face en fait de notre stand où il y avait beaucoup d'animations de sport culturel japonais, de danse japonaise, etc. Et j'ai bien aimé le kendo. J'y connais pas grand-chose, mais je dois avouer que c'était assez impressionnant, surtout les coups de boken, je crois qu'on dit, les épées en bois. Et voilà, j'ai trouvé ça très cool, très charismatique. Continuez les gars, c'était d'enfer. Merci beaucoup à tous les deux. Autre axe principal de l'événement, le village cosplay accueillait de nombreux invités comme Didi, Livanar, Sora ou IGC Fédé Cosplay. Et nous sommes allés à la rencontre de l'association Cos Castle. Alors évidemment, tout le week-end, l'espace cosplay a été très occupé, très animé, avec des quiz, des conférences d'organiser et de nombreux cosplayers et surtout de superbes costumes. Et bien sûr, on a tourné une cosplay musique vidéo et on va vous montrer tout de suite quelques images. Deux concours étaient organisés en groupe le dimanche et la sélection régionale pour la Coupe de France de cosplay. Et c'est Seika Cosplay qui a remporté la qualification pour représenter la région Centre-Val de Loire avec son costume de Violette Evergarden. C'était l'un de nos coups de cœur l'année dernière et nous avons eu le plaisir de retrouver le village Fury lors de cette nouvelle édition. Il proposait aux visiteurs de découvrir la passion ou les secrets de fabrication. Et samedi, nous avons assisté à un grand rassemblement avec plus de 45 Fury dans l'arène de combat. Gros coup de cœur pour nous cette année avec l'arrivée de l'univers post-apocalyptique au festival. Nous avons ainsi pu voir le mythique Interceptor conduit par Max Rokatansky, un V8 débarqué d'Australie dont il n'existe que peu d'exemplaires semblables au monde. Ce nouveau pôle proposait une expérience unique, un spectacle déambulatoire dans les allées du festival. Un court-métrage suivi d'un spectacle immersif et interactif. À l'aide d'un casque audio, les spectateurs étaient plongés dans une expérience musicale et théâtrale entremêlée d'une histoire de science-fiction traitant de plusieurs sujets philosophiques. En outre, une conférence avec Yvan West Laurence évoquait le post-apo dans les animes, films et séries. Et la team Mad Max, multi-universe fantasy cosplay, occupait l'espace à côté du V8 et de la mini-expo. Ils nous ont permis de tourner notre scénette d'introduction et d'autres scènes qui seront à découvrir dans notre prochaine cosplay musique vidéo. Et nous avons eu le plaisir de rencontrer Melvin Z, qui est un grand illustrateur et également un référent dans l'univers de Mad Max. Et donc tu es venu ce week-end présenter ton documentaire. Alors mon documentaire s'appelle Archaeologist of the Westland, ça veut dire l'archéologue des terres dévastées. Et c'est un film que j'ai réalisé, j'ai tourné il y a 4 ans et qui sort que maintenant parce qu'il y a une grosse post-production et qui est consacré à l'un des plus gros fans de Mad Max 2 au monde, un Anglais qui est parti, qui a quitté l'Angleterre pour s'installer définitivement dans le désert en Australie, là où ils ont tourné Mad Max 2, pour construire un musée dédié au film. Donc il y a des costumes, des dizaines de véhicules, des véhicules d'époque du film ou des répliques, toute sa vie, toute l'année, toute la journée, tous les jours de l'année. Et il explique aux touristes qui viennent voir son musée pourquoi est-ce que Mad Max 2 a été un film aussi important dans l'histoire du cinéma et puis pour l'histoire de l'Australie. Et un jour, il m'expliquait qu'il avait pour projet d'aller là où, dans le film, il y a le campement des gentils qui est construit. Donc dans le film, le campement explose et puis ils ont tout nettoyé. Mais il y avait un fossé tout autour du camp. Et donc son projet, c'était de creuser cet ancien fossé pour essayer de mettre à jour des véhicules ou des parties, des morceaux, des artefacts qui datent du tournage, quoi. Je me suis dit qu'il y avait probablement une très chouette histoire. Et donc j'ai fait un documentaire sur l'histoire de cette famille et sur les fouilles en elles-mêmes et qu'est-ce que ça représente
quand on est un fan et qu'on arrive à ce niveau-là d'investissement dans sa vie, quoi. J'ai lu que tu étais donc historien sur l'univers de Mad Max et que tu nous préparais un gros pavé de 800 pages sur cet univers. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver parce que 800 pages, c'est quand même conséquent. C'est un livre qui revient sur l'histoire des 3 films, des 3 premiers films. Et donc, je raconte comment les films ont été faits et dans quel contexte ils ont été faits, à travers des interviews de gens que j'ai rencontrés. Donc, j'ai fait une centaine d'interviews de techniciens, d'acteurs, donc qui racontent leur histoire. Et autour, je raconte l'histoire du pays et l'histoire de l'industrie australienne à cette époque-là. Et donc, tu disais historien, souvent je dis ça, c'est parce qu'on me présente comme un gros fan de Mad Max et j'ai l'impression qu'il y a un léger malentendu parce que moi je me vois pas comme un fan dans le sens où le jour où j'aurai terminé mon bouquin et que je pense que il va falloir attendre des années avant que je revoie Mad Max, je commence un peu à en avoir. Donc je fais plus un travail d'historien à chercher, à aller dans des bibliothèques, aller dans les différentes cinémathèques australiennes pour essayer de retrouver des documents d'époque, etc. Donc c'est pour ça que quelque part on s'entend bien avec le gars du musée parce que lui aussi fait un travail. C'est pas le même travail, mais l'idée est un peu la même, quoi, de récupérer des objets, récupérer des trucs, et pour éduquer le public, pour raconter une histoire, quoi. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Le village anime et manga proposait des expositions, conférences, animations et rencontres pour découvrir ou redécouvrir les plus grands noms, mais également des jeunes talents. 3 invités de l'animation japonaise étaient à l'honneur. Hiroshi Shimizu, animateur au sein du mythique studio Ghibli sur Porco Rosso et Princesse Mononoke. Mamoru Yokota, un illustrateur renommé, également animateur ou directeur de l'animation sur des titres comme Naruto, Death Note ou One Piece. Nabuyoshi Abara, réalisateur de Space Battleship Yamato 2202. Une exposition sur Yamato était d'ailleurs proposée, en plus d'une projection découverte exclusive sur Yamato 2199. Tout au long du festival, ils étaient aussi présents en dédicace et animaient de nombreuses conférences. Côté expo, le musée Manga Le Doc était également de retour avec les bad boys du shonen, Nicky Larson, Ken le Survivant et Cobra. Et nous avons retrouvé l'équipe de Franck Horak rencontrée au salon du jeu vidéo de la Flèche l'automne dernier. Enfin, le festival a fêté les 40 ans d'Albator avec une conférence qui retraçait la grande histoire de cet anime légendaire ainsi qu'une exposition d'Arcadia. Elle proposait une vitrine hommage avec plusieurs objets d'époque et une autre plus récente autour de la BD de Jérôme Alquier. Il y avait également 2 super vaisseaux réalisés par l'artiste Olivier Duhec. Sur l'une des ailes, on retrouvait la dédicace de Leiji Matsumoto, le papa d'Albator. Et sur le stand d'Annie Getter, on retrouvait une réalisation d'Arcadia en canette de bière et une autre en papercraft. Japanto Festival réserve aussi un espace aux artistes comics et à l'univers fantastique. La Comics Alley, pilotée par l'association Comicsverse, où on retrouvait des artistes en dédicace. Et la station imaginaire proposée par Bookstation pour découvrir les écrivains et leurs livres au travers de ces mondes les plus emblématiques. Dans le hall B, des exposants proposaient aussi des articles de qualité. Nous avons eu un coup de cœur pour les masques de la lune cramoisie et des GS gravures en pleine activité au cœur du festival. De nombreux comédiens de doublage étaient également présents cette année et 2 conférences étaient proposées. On y retrouvait notamment Philippe Ariotti, Bastien Bourlet, Grégory Lenné, Benoît Alman ou encore Brigitte Lecordier. Et au total, sur les 3 jours du festival cette année, c'était près de 200 invités qui étaient présents, dont une partie pouvait être rencontrée pour des dédicaces. Dans le hall A, à l'entrée, on retrouvait un photocall avec un superbe jardin japonais, de très nombreuses boutiques et aussi un bel espace e-sport avec un grand écran. Une nouveauté cette année. Dans cet espace, il y avait des conférences, des animations et surtout des tournois d'organiser chaque jour. Le jeu vidéo se répartit donc entre 2 halls et dans le hall B, on retrouvait le village Indie Games. Alors comme tous les ans, il y a une belle programmation, des exposants qui sont présents dans l'espace jeux vidéo indé. Et je suis avec Peter qui va nous pitcher un petit peu tout ce qu'il y avait à voir ce week-end. Alors ce week-end, donc sur l'espace jeux vidéo indé, donc on avait bien sûr des indépendants et là on en a rajouté 2 parce qu'on a un espace Ping Award en fait cette année. C'est une cérémonie un peu comme les Césars du jeu vidéo, ça se passe à Paris le 26 mars 2020 et donc du coup les nominés, on leur a dit cette année on vous invite sur les festivals, comme ça vous rencontrez du public. Assez souvent, comme beaucoup de développeurs, c'est des gens qui restent un peu confinés à développer leur jeu. On leur a dit allez sortez, rencontrez du public. De qui s'agit-il ? Alors on a PCI Agent, ils étaient sur scène, en fait on résout des enquêtes criminelles avec Sweet Nellic qui est streamer et qui anime les scènes du matin. On a essayé de résoudre une enquête en live avec le public et on avait aussi Fallback, alors c'est un Metroidvania un peu dans l'ambiance Dead Cell, ambiance post-apo
chapeau et tout, super classe. On avait Road Rage Royal, on s'est amusé sur scène avec eux sur l'Indie Game Challenge, on a proposé au public, aux festivaliers de venir s'affronter sur scène à 4 dans un jeu de bagnole complètement destroy. On a Tuesday Quest, en fait ils font des jeux portables et là notamment ils ont un Dungeon Forge, c'est une espèce de match 3 mais avec un peu de stratégie. Il y a Broke Studio qui eux étaient là l'année dernière, c'est un développeur indépendant qui développe des jeux sur NES. On a une nouvelle expérience aussi, c'est l'étrange Lucarne, il développe un jeu qui s'appelle Escape Bud et c'est une expérience réalité virtuelle. On a Ori Bunnies, eux aussi c'est des petits nouveaux. Ori Bunnies en fait c'est un Tamagotchi mélangé avec un jeu de stratégie. Tu gères des lapins, les lapins se reproduisent partout et du coup il y a des clients qui te passent des commandes et qui disent je veux un lapin avec des longues oreilles et des taches roses et il faut que tu t'arranges pour croiser les lapins. Mais le problème c'est que les lapins ont tendance à beaucoup se reproduire et à devenir très très nombreux rapidement, voilà. Et alors j'ai vu que tous les soirs c'était très animé pour clôturer les différentes journées. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur scène? C'est une casserole, non, j'assume totalement en fait. Le but c'était de casser un peu le côté conférence parce que cette année on a des conférences assez sérieuses. On a Psyché-Click, c'est un média qui parle du jeu vidéo avec un aspect psychosociaux et on s'est dit c'est bien aussi de parler aux parents et de leur dire vous inquiétez pas, les jeux vidéo ça va pas rendre vos enfants complètement fous, complètement violents, complètement addicts et donc du coup pour nous c'était hyper intéressant d'avoir ces interventions là. On a des conférences toujours avec la FJV, l'Agence française pour le jeu vidéo avec Emmanuel Forsens. Pareil, on parle des métiers du jeu vidéo, il y a quand même quelque chose d'assez sérieux, mais c'est très informatif. Et on a décidé donc le soir de casser cette ambiance. C'est le Chichin Popoy, c'est la première fois qu'on le fait. C'est un quiz jeu vidéo, alors pas forcément jeu vidéo indépendant, on est tous fans de jeux vidéo, en plus des jeux vidéo indépendants. Et là donc du coup, la règle c'est que pour monter sur scène, il faut avoir une perruque et des lunettes. Et moi je change de costume, je deviens le général Tani. Et c'est bonne ambiance, donc on avait hier Sweet Nelly, on avait Cladal avec nous, on avait Emmanuel Forsens, c'était la première fois que je le voyais avec une perruque. Et on avait Mr Flèche aussi qui nous a rejoint cette année pour ce Chichin Popoy. En gros c'est un gros moment de détente, c'est la fin de la journée, on assume le côté complètement destroy et c'est inspiré justement de la télé japonaise et de toutes les émissions complètement what the fuck qu'on voit à la télé japonaise. On y va, il n'y a pas de ligne directrice, j'ai mes potes avec moi sur scène et c'est cool quoi. Et alors, prochaine date, prochain événement, t'as quelque chose à nous teaser? C'est pas du teasing parce que je commence à en parler. Il y a la Gamer Assembly. Donc du coup c'est Futurolan qui organise la plus grande LAN de France à Poitiers. C'est mi-avril, il y aura bien sûr le Stunfest. C'est ce salon Destroy à l'arrache et avec une ambiance juste incroyable. Moi j'y serai pour animer donc toutes les scènes indé. Je suis là en fait, c'est le dealer de bonnes ondes. Puis après cet été Japan Expo, probablement Animasia en fin d'année et peut-être d'autres surprises dans l'année quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et côté jeux, il y a aussi un village de jeux de société où nous avons pu notamment découvrir sa version japonaise. Le village web série était de retour avec des créateurs audiovisuels du web, avec entre autres Flanders Company, All Geek Studio ou Imagivienne, et ses superbes décors qui étaient mis à disposition pour des photocalls. Pourvu de sa propre scène, le village proposait bien entendu des projections, mais aussi des conférences ou des ateliers. Nous y avons rencontré Javras, un collectif indépendant, créateur de saga MP3 et diffusant leurs épisodes de fiction audio gratuitement sur leur site internet. Et nous avons retrouvé Neo035 que nous vous avions présenté lors de l'Overview 2020 de Japan Van. Sur la scène de Japan Tour Festival, il a animé avec eSoft une conférence sur l'airsoft. Japan Tour avait en définitive une programmation dense avec de nombreuses conférences, que ce soit dans la principale, sur les scènes ou dans d'autres salles, dans chaque espace. Au total, il y en avait plus d'une 50aine. Et voilà, notre Overview à Japan Tour Festival est terminée. Bon, on est un peu fatigué, on a beaucoup rushé. Mais il y a pire que nous, il y a les pirates qui sont toujours là et qui donnent beaucoup de leur personne. A plus sur la chaîne et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonjour. Je suis pas réveillée depuis longtemps quand même. C'est compliqué ce matin. Hello les gens, on revient faire... non. Je pense que j'ai encore l'oreillette qui... Je le sens quelque part mais il m'a quitté un peu trop vite. Voilà. Voilà. On va y arriver, vous inquiétez pas. Oui, j'y vais. Arrête de me regarder comme ça, j'y vais, je me focus. Hello les gens, on revient... Non mais je vais y arriver. Hello les gens, on vous emmène... En fait, le retour son il me perturbe parce que tu me cries dans les oreilles. Je l'ai en double stéréo là, c'est... Attends, je vais baisser le truc. Excuse-moi. Baisser le son du micro parce que c'est infernal. Je baisse encore. Je vais probablement m'effondrer par terre, Yann, ok? Il y a une gamine qui fait du vélo et on sait pas trop pourquoi.
Et je dis quoi moi? J'ai 3 mots mais j'ai un peu de mal quand même. Ton documentaire, archéologie, j'y étais presque. Un documentaire que je vais te laisser nous présenter. Non, je disais d'abord que tu étais illustrateur aussi. Un grand illustrateur. Un de grand, vidéos. ouais, bah ouais, mais ouais. Je suis tellement pas à l'aise avec les caméras. Ouais, ils sont gentils. Non, j'aime pas, moi, c'est la saloperie. Le mien il s'appelle Gérard, tu vois. J'aimerais donner un Alors le tien, il a un prénom aussi? C'est Robert. Si tu veux venir rencontrer Robert et Gérard, viens à la Japan Tour Festival. Vraiment pas le plus classe, hein, Robert et Gérard. J'ai besoin d'un nouveau groupe sanguin pour me nourrir, alors venez me voir au Japan Tour. C'est dégueulasse. Alors viens me voir au Japan Tour. C'est toujours aussi dégueu, hein. Si c'est Freezer. Attends, il enregistrait pas. Je vais te taper. Ça fait 3 fois que je me demande si je lance l'enregistrement. Oui. Toi, t'as fait moi, ça enregistre, voilà. Ma vengeance sera terrible. Merci Julien. C'est coupable ou pas? Merci à vous. Et surtout, regardez Roden Troll, leur vidéo, elle déchire. Il n'y a pas assez d'abonnés, on compte sur vous. Bienvenue sur notre chaîne. Bon, un coup.